Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur cette nouvelle émission de Prévoyance TV que nous allons consacrer à la protection sociale des travailleurs indépendants. Alors la crise les a touchés assez violemment, en tout cas selon les professions bien entendu. Certains ont été plus éprouvés que d'autres et on a pu remarquer ici ou là l'insuffisance des garanties finalement de protection sociale. Alors plusieurs grandes mesures ont été prises, notamment on peut penser à celles qui ont reporté les cotisations sociales. Tout récemment, il y a un mois, le 16 septembre, le président de la République a dévoilé son plan pour les indépendants qui va être mis en musique dans une loi spécifique et puis dans les lois de finances et la loi de financement de la protection sociale. Plusieurs thématiques seront au rendez-vous. Ce plan s'inscrit dans le prolongement du dispositif de protection sociale instauré l'an passé sur les IJ des professions libérales, donc sur lequel nous reviendrons sur ce plateau avec nos participants qui vont nous expliquer comment accompagner les transformations. C'est le titre que nous lui avons donné. Avec moi, Sylvie Langlois. Bonjour Sylvie. Bonjour. Sylvie, vous êtes directrice générale de CA Assurance. Absolument. Bienvenue sur ce plateau. Laurent Boulangea. Bonjour Jean-Charles. Vous êtes membre de la commission prévoyance et retraite de l'UNAPL, donc l'Union nationale des professions libérales. Donc vous allez nous porter la parole de la profession. Et un courtier de terrain, on va dire ça comme ça, de proximité, de terrain, enfin un beau courtier, Versemberg. Versemberg, oui, alors co-gérant du cabinet JG Conseil, bonjour. Un cabinet qui est présent en région parisienne, mais aussi à Bordeaux et à Nice. Exactement. Donc vous avez une vision, peut-être pas de la France entière, mais d'une partie de la France quand même. Alors, je vais tout de suite, je vous le disais tout à l'heure, les indépendants ont été éprouvés, en tout cas certains plus que d'autres pendant cette crise. Est-ce qu'ils ont changé ? Est-ce qu'ils ont appris de cette crise au niveau de leur protection sociale, bien sûr ? Est-ce qu'ils y sont plus attentifs ? Vincent Berg, qu'est-ce que vous ressentez, vous ? Ça dépend vraiment du client, en fait, pour être honnête. Il y en a qui se soucient pas vraiment de la crise parce que dans leur travail, il n'y a pas eu d'arrêt réel, on va dire. Certains ont compris que la prévoyance n'était pas une garantie en cas d'arrêt s'il n'était pas malade. Je prends l'exemple typique d'une de mes clientes qui m'avait demandé si elle était indemnisée parce qu'elle n'avait plus de clients qui venaient dans son entreprise. Je lui ai dit non, vous n'êtes pas malade. C'est que si vous êtes malade, pas les autres, hein, ça les regarde. Et donc ils ont beaucoup confondu perte d'exploitation avec prévoyance. Ah oui, alors effectivement, oui. Donc là, il y a la pédagogie à faire, là. Oui, mais alors, nous la faisons, mais en fait, ils cherchent un petit peu à gauche, à droite, là où ils peuvent avoir leurs indemnités, parce que c'était un coup dur pour eux, on va dire. Et puis, la perte d'exploitation, on leur disait, non, c'est pas nous, parce que nous, c'est s'il y a des travaux, s'il y a ci, s'il y a ça. Et personne, ils se rejetaient tous la balle, en fait, tout simplement. Puis voilà, donc ils sont un peu plus sensibles à ça, je pense. Ils regardent en cas de pandémie comment ils peuvent être couverts, mais c'est pas le travail de la prévoyance. Alors il y a peut-être des différences, je pense au niveau des professions libérales, entre certaines professions réglementées et d'autres professions alors qui peuvent être réglementées, mais qui sont un peu plus précaires, si je peux employer ce... Je dirais que globalement, en 2020, tout le monde s'est arrêté, que ce soit peu importe les réglementés, non réglementés, à part les médecins et les infirmiers, il n'y avait qu'eux qui tournaient. Sinon, le monde était à l'arrêt et ils attendaient tous des indemnités. Ils demandaient là où ils pouvaient avoir, quoi. C'est intéressant, c'est cette confusion quand même. En fait, après, il y a certains assureurs qui faisaient des chèques, on va dire, j'appelle ça des chèques cadeaux, en disant vous êtes chez nous, pour le Covid, nous on veut bien vous aider, on vous donne 500 €. Voilà. Oui. C'est pas le travail d'une prévoyance en soi de faire des chèques cadeaux. On est bien d'accord. Et si c'est en plus pour tarifer 2 fois plus cher derrière la prévoyance, ça n'a pas d'intérêt. D'accord. Sylvie Langlois, votre vision en tant que courtier grossiste, c'est remonter de terrain. C'est remonter de terrain. Alors, je vais abonder dans le sens de Vincent parce qu'effectivement, on a eu des sollicitations. On a eu, si je prends par exemple nos services de gestion, ont été submergés finalement d'ouverture de sinistres. Alors, on fait souvent la confusion entre l'ouverture
l'ouverture du sinistre et l'indemnisation, et ce qu'il ne faut pas confondre. On a eu une recrudescence effectivement des demandes d'ouverture de sinistre qui, à l'étude, effectivement, se révélaient ne pas être des réels sinistres de prévoyance. Et ça corrobore effectivement cette confusion qu'il y a eu à un moment. Alors, qui est légitime aussi, parce que je pense qu'effectivement, un certain nombre de professionnels se sont retrouvés un petit peu en état de panique face à une situation déjà qui était inédite, et puis qui les a mis un peu au pied du mur, avec pas forcément non plus les outils nécessaires à gérer de la relation à distance avec leurs clients. Et donc, effectivement, il y a eu cet effet un peu de panique, et qui a nécessité effectivement une certaine pédagogie derrière pour expliquer qu'effectivement un contrat prévoyant, c'est la protection sociale, ça dit bien ce que ça veut dire, ça intervient en cas de maladie, en cas de coup dur lié à la personne, et pas une mesure administrative, par exemple, de fermeture d'établissement, quoi. D'accord. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même, qu'on parlait du plan indépendant et ce besoin de protection, aussi En tout cas, il y a une chose qui est très sûre, c'est qu'il y a eu une prise de conscience. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde les chiffres et qu'on se dit que un tout petit peu plus, sans doute de 50%, c'est à peu près là où on l'évalue, allez, on va dire dans le meilleur des cas, 60% des TNS seraient assurés. Alors, c'est un bien grand mot parce qu'il y a des différents contrats qui peuvent intervenir. Tous n'ont pas des couvertures exceptionnelles. Seraient assurés en prévoyance. Je pense que pour ceux qui ne l'étaient pas, ou même ceux qui l'étaient, mais sur des petits contrats, ça a fait germer des questions, oui. ECA, c'est combien de partenaires courtiers aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va terminer l'année 2021 avec environ 5000 courtiers. Et on a à peu près 2000 courtiers qui travaillent de façon régulière sur le volet entreprise, donc qui hébergent les offres protection sociale. D'accord. Je reviens au plan indépendant, Laurent Boulangea. Vous, au niveau qu'est-ce que globalement... que vous en pensez, mais surtout, est-ce que vous avez été consulté sur ces mesures ? Il y a une vingtaine de mesures, il y en a 5 ou 6 qui traitent un peu plus, qui sont un peu plus ciblées sur la protection sociale, parce que le reste sur l'organisation. Est-ce que vous avez été consulté là-dessus ? Oui, heureusement, j'ai envie de dire. Oui, alors, consulter ne veut pas toujours dire entendu ou écouter. Je pose la question, c'est que des fois... Non, consulter, oui. J'ai envie de dire qu'on l'a été, alors tout au long de la crise, il y a 2 volets dans ce qu'on exprime, mais on l'a été beaucoup sur la partie indemnité journalière des professions libérales, mais qui n'est pas dans le plan indépendant. Et on l'a été également sur le plan indépendant. Alors, je dirais à 2 niveaux, comme très souvent à l'UNAPL, c'est-à-dire au niveau de l'UNAPL, qui regroupe l'ensemble des professions libérales, et aussi chaque profession libérale, chaque syndicat de profession libérale a été interrogé et a pu échanger sur les spécificités de son métier. Mais oui, globalement, on a été interrogé. Il y a un certain nombre de choses qui ont été poussées par l'UNAPL, qu'on peut retrouver dans le plan. Et globalement, vous avez été écouté, c'est plutôt en phase globalement, je dis, on ne va pas reprendre mesure par mesure, mais... Voilà, c'est toujours pareil, on aimerait toujours l'être plus, mais je dirais globalement oui, et surtout, il faut quand même reconnaître que, j'aurais tendance à dire, enfin, on a des pouvoirs publics qui se rendent compte que les indépendants, de manière générale, les professions libérales en particulier, sont des vrais vecteurs de croissance, de vraies capacités à créer des emplois, et qu'il n'y a pas que les multinationales et les grandes entreprises en France. Donc oui, on est plutôt sur quelque chose de mieux, en tout cas. Alors, parmi ces mesures du plan indépendant, il y a celle qui concerne la réforme du statut du conjoint collaborateur. Oui. Donc, qui va être ouvert aux concubins, si j'ai bien lu. On va simplifier le calcul des droits et surtout, on va limiter son statut à 5 ans. Alors, Sylvie, dites-nous, ce statut, il y avait matière à le faire évoluer ? Alors, je pense qu'il y a forcément matière à le faire évoluer parce que je pense qu'on a tous été confrontés. Il faut savoir que dans les contrats complémentaires, on prévoit déjà des couvertures pour les conjoints collaborateurs. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. C'est souvent les parents pauvres de l'indemnisation et de la couverture. Donc, je pense que c'est une très bonne chose d'avoir mis un peu en lumière ce conjoint collaborateur parce que
D'abord, c'est une réalité économique. Laurent parlait du tissu économique représenté par les indépendants de façon générale. Les conjoints collaborateurs sont souvent un peu passés sous silence, mais ils apportent une vraie valeur aussi aux structures dans lesquelles ils interviennent. Donc, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Le fait de le limiter, je pense que ça participe un peu de l'envie de ne pas vouloir créer finalement un statut de précarité sur le long terme et de se dire qu'à partir du moment où une entreprise est viable économiquement, il est assez normal que ce statut temporaire devienne un vrai statut à part entière, soit d'associé, soit de salarié. Ce qui est prévu, effectivement. Et ce qui est prévu dans ce cas-là. Alors, ce qui est intéressant dans le projet, c'est que on entend les 5 ans sont appréhendés sur toute la vie d'un conjoint collaborateur. C'est assez la façon dont c'est mentionné dans le plan. Donc je sais pas après comment dans la pratique ça pourra être mis en musique, mais en tout cas oui, je pense que c'est intéressant d'accorder une vraie attention en fait à ces personnes qui apportent une vraie valeur aux entreprises. À Samberg, vous utilisez ce statut beaucoup utilisé dans vos... Non, parce qu'en général il y a quelques médecins qui vont avoir leurs femmes qui vont être secrétaires, mais globalement, moi, du moins dans mes clients... Oui, dans vos clients, peut-être plus profession libérale. Moi, je suis vraiment très profession libérale. D'accord. Ouais. Donc, un avocat, il a son cabinet. On le voit beaucoup chez les artisans. Je pense que c'est ça, on le voit beaucoup chez les artisans. Les artisans, on a beaucoup l'épouse. Parce que ça va, c'est moi qui le dis, donc je me permets. Ils attendaient, vous le disiez. On a souvent l'épouse qui tient notamment toute la partie administrative et comptable. C'est vrai que c'est un schéma qui est assez courant chez les artisans. D'accord. Mais effectivement, peu chez les professions libérales. En tout cas, les professions peut-être. Alors, il y a aussi d'autres professions libérales qui sont qui sont réglementées aussi. Je pense à ceux qui sont à la CIPAV notamment. Là, on peut avoir des cabinets de consultants ou avoir des métiers où on peut avoir un statut de conjoint collaborateur, mais effectivement peut-être moins que dans l'artisanat. Ça reste très marginal en fait. Ça reste marginal. Vraiment, c'est marginal. Et ça peut le fait, Laurent, d'ouvrir finalement de limiter dans le temps ce statut, et encore on ne sait pas trop finalement l'échelle de temps, il faudra le préciser, ça peut peut-être donner des idées de conseils, on peut peut-être aller, si demain le conjoint n'est plus collaborateur mais salarié. Mais je pense que c'est tout le sujet il est là, et Sylvie l'a très bien dit, on avait quand même des situations personnelles qui pouvaient être très fortes. Alors c'est plus difficile en tant qu'homme de le sexuer, mais c'est une réalité. Souvent des femmes. Et s'il y avait séparation, on se retrouvait avec des personnes, des femmes qui étaient sans protection sociale, sans chômage, sans rien, vraiment sans rien. Donc c'est une très bonne chose pour ça. Et je crois que c'est pour le métier de l'assurance, c'est probablement une opportunité de pouvoir aussi travailler sur cette cible-là, parce qu'aujourd'hui il y a des produits qui existent et qui couvrent très bien cette cible. Et à la limite, j'ai envie de dire, ça peut permettre de faire 2 contrats là où on en faisait éventuellement qu'un. Et donc c'est intéressant pour commercialement. Et je pense que c'est une vraie nécessité aussi de protection, parce que c'est pas parce qu'on est conjoint collaborateur qu'on risque pas d'avoir un problème qui nécessite une prévoyance. On peut mettre en place des collectives. Alors voilà, en plus, et c'est effectivement dans un premier temps un statut qui se rapproche plutôt du statut TNS et donc couvert comme tel, mais qui peut donner lieu derrière à une ouverture de prévoyance, on va dire lourde, ou de contrat santé en collective. On peut imaginer pas mal de montages derrière. Et ça, je pense que c'est important, effectivement, à le retenir en projection. Donc, évolution du statut du conjoint collaborateur. Autre évolution qui évolue, c'est cette simplification de l'accès aux garanties accident du travail, maladie professionnelle pour les TNS. Alors c'est vrai qu'on n'y pense pas vraiment, on pense surtout à celle des salariés, mais ces garanties existent pour les travailleurs indépendants. Absolument. Sont-elles utilisées ? Est-ce que ça va risquer de perturber ou d'enlever aux courtiers de proximité de la matière assurable ? Alors, déjà, elles sont très peu utilisées, très peu souscrites. On en parle peu, c'est vrai. Très, très peu souscrites. Elles sont quand même très limitées, et dans leur périmètre et dans leur montant, puisque comme leur nom l'indique, c'est accident du travail et maladie professionnelle.
Or, on peut se retrouver aussi en maladie non professionnelle et en accident, pas forcément sur le chemin du travail. Hein. Donc, elles ont un périmètre qui est quand même assez réduit. Et je pense alors, ça peut être une bonne chose, je pense notamment aux jeunes entrepreneurs qui ont peu de moyens, et ça peut être une petite protection de départ, mais je pense que ça n'enlèvera en rien au marché de la prévoyance classique, qui lui couvre bien au-delà de l'accident du travail et de la maladie professionnelle, et participe aussi d'une vision beaucoup plus large de la famille, du décès, de la composition familiale, des besoins, etc. Donc, pour moi, j'ai envie de dire c'est une bonne chose. En plus, il y a une réduction, des cotisations associées. Donc, voilà, c'est toujours une bonne nouvelle. Mais sincèrement, je pense que c'est très accessoire, en fait. C'est pas une réponse, une vraie réponse et une réponse complète aux besoins de protection sociale des indépendants. Je suppose que vous pensez la même chose. Oui, complètement d'accord. Il y a pas de, je pense pas qu'il y a ça va pas prendre de marché au monde de la protection sociale. D'abord parce qu'effectivement c'est qu'une partie du risque et qu'aujourd'hui, même si c'est remis en avant via le plan indépendant, je doute que ça soit le point qui soit le plus retenu par les gens, déjà à court terme, mais très certainement à moyen terme, et qu'aujourd'hui, clairement en plus la bonne solution c'est un contrat de prévoyance. On voit bien que ça ne couvre qu'une partie. Absolument. Et c'est pas une bonne réponse. C'est pas une réponse complète. un autre aspect, mais très vite, sachant que votre clientèle est plutôt plutôt des médecins, c'est ça que vous disiez plutôt. Ouais, médecins, paramédicaux aussi, et beaucoup d'avocats. Beaucoup d'avocats, donc profession lourde. Le fait de simplifier l'ATI, la fameuse allocation chômage temporaire pour les indépendants, je suppose que c'est bien. Mais c'est pas ça qui va révolutionner. Les garanties sont souscrites non, très peu. Chômage, là aussi. Un libéral par définition, c'est quelqu'un qui va vers le travail. Il n'attend pas que des indemnités tombent. Il n'aime pas rien faire. En vrai, un libéral, il mettra toujours les mains dans le cambouis. Il ira toujours chercher du travail, peu importe où. Donc le chômage, je ne connais pas de libéraux aujourd'hui qui vont tomber au chômage. Et puis il y a les cotisations en temps réel. Alors ça, je crois que c'est là quand même une avancée qu'on peut souligner. Oui, c'est une vraie avancée. Ça fait partie des sujets sur lesquels on a été entendu. Oui. Clairement, alors on avait quand même, on le voyait dans le monde des indépendants, y compris des professions libérales, la troisième année avec le rattrapage des cotisations de la première à la deuxième année pouvait être parfois mal vécu dans les trésoreries et dans les prévisionnels, ou l'absence plutôt de prévisionnels, faisait que ça pouvait mettre effectivement un certain nombre d'indépendants dans une situation compliquée. Et le fait d'être beaucoup plus en prise directe avec le revenu réel, et j'ai envie de dire immédiat, entre guillemets, même si c'est pas complètement immédiat, oui, c'est un plus. Et je pense que c'est une vraie simplification et ça va éviter très certainement quelques indépendants à avoir des moments difficile. On se rapproche quand même carrément du régime des salariés là, pour le calcul des cotisations sociales. Finalement, l'idée, c'est d'être le plus en instantané possible. Oui, mais alors c'est un grand débat. C'est-à-dire que pour le coup, au nom de l'UNAPEL, je ne peux pas vous dire autre chose qu'on est très attaché à notre statut de profession libérale et d'avoir un statut différent de celui des salariés. Après, il y a quand même aussi une question de génération, et on voit bien qu'aujourd'hui, les carrières ne sont pas uniques, et qu'avant d'être profession libérale, on peut être salarié, ou après être profession libérale, on peut être salarié. Et le fait d'avoir des niveaux, des structures de couverture approchantes, ou en tout cas similaires, facilite quand même le passage d'un statut à un autre, et ça c'est plutôt quelque chose qui est souhaitable, je pense. Donc, comme souligne Vincent Berg, on peut être à la fois, on peut avoir les deux statuts en même temps. On peut avoir les deux statuts en même temps. Alors, une autre, là j'en parlais tout à l'heure, alors c'est plus dans le plan des indépendants, on va revenir au dispositif qui date de la loi de financement sécurité sociale pour 2021, qui est le fameux dispositif d'indemnité journalière pour les professions libérales. Ce n'est pas dans le plan indépendant, mais je pense
que ça correspond quand même, ça participe aussi un peu à ce rapprochement avec le statut des salariés. Alors, Laurent, est-ce que vous pouvez nous rappeler vite fait le dispositif parce que Alors, très rapidement, alors déjà, ça répond complètement au début de notre entretien, c'est que un certain nombre de professions libérales se sont retrouvées sans aucune couverture au moment de la crise du Covid, sans aucune indemnité et en voyant parfois même leurs propres salariés en avoir et pas eux. Donc il y avait un sentiment d'inégalité, alors qui était en partie injuste puisqu'il n'y avait pas de cotisation. C'est normal qu'il n'y ait pas de prestation. Donc du coup, l'UNAPL a vraiment poussé pour mettre en place un système. Alors, il est que partiel, il ne couvre pas tout. C'est vraiment un socle minimum parce que d'abord, il ne couvre que pendant 90 jours. Après 3 jours de franchise, il couvre sur 50% du revenu. Les cotisations sont à 0,30% du revenu. Le revenu est limité à 3 plafonds, donc 120 000 euros. On est sur de 0 à 120 000 euros. Et donc une prestation qui va en gros de 29 à 169 euros suivant le niveau de revenu. Donc voilà en gros le système. Et il est en place depuis le 1er juillet de cette année. Alors on s'est posé la question, est-ce que ça allait changer les contrats Madelin ? Est-ce que ça pouvait leur faire de l'ombre ? Vous avez au niveau de CA, vous communiquez sur de nouvelles formules. Alors, qu'est-ce que ça demande en adaptation et aujourd'hui, comment on optimise avec ces indemnités maintenant qui sont là et qui sont légales finalement. Alors j'ai envie de dire qu'il y a une première réflexion qui a été de dire finalement ça va venir complexifier de la matière qui est déjà assez complexe, puisqu'on a aujourd'hui 17 caisses en présence sur le monde des TNS au sens large, avec chacune ses spécificités, parfois assez imaginatives, on va dire ça comme ça, en termes d'indemnisation. Donc c'est vrai que cet étage, ce premier étage, comme disait Laurent, qui est intervenu, vient modifier un peu la vision, notamment d'un courtier qui va dans son devoir de conseil expliquer, en fait, prendre un cas et expliquer à son client, voilà, si vous vous retrouvez demain en arrêt de travail, voilà ce que vous allez percevoir de votre régime obligatoire. Donc la première démarche, ça a été déjà d'intégrer cette nouvelle mesure, puisque effectivement c'est une mesure qui vient renforcer l'indemnisation du régime obligatoire de base. Et puis après, j'ai envie de dire, les régimes s'appliquent, les régimes spécifiques s'appliquent de façon normale. Donc pour répondre à cette complexification, on a choisi chez ECA d'embarquer en fait dans nos formulaires de souscription un système en fait de simulation, donc qui bien évidemment intègre aujourd'hui cette première couche du régime obligatoire, de façon à ce que nos courtiers puissent avoir en temps réel et donner une information en temps réel à leurs clients la plus juste possible sur les différentes périodes qui peuvent être en présence dans le cas d'un arrêt de travail, de l'indemnisation exacte, ce qui permet derrière d'avoir un devoir de conseil le plus précis possible et de sensibiliser aussi les TNS à l'indemnisation qu'ils vont percevoir du régime obligatoire. Et parfois, on a des grosses surprises parce que on a aussi les TNS qui se pensent très bien couverts à partir du moment où il y a un RO qui intervient. Donc, ça permet aussi à nos courtiers de faire un devoir de conseil extrêmement précis. Donc, c'est le choix qu'on a fait. Après, sur nos contrats, j'ai envie de dire que, comme le disait Laurent, même cette première intervention sur 90 jours, qui est à saluer, parce qu'elle a le mérite d'exister, ne couvre pas la totalité des besoins d'un TNS. Donc nos offres complémentaires d'aujourd'hui, elles viennent justement se caler exactement aux besoins du TNS et à son revenu dans sa globalité, et pas seulement 50% de son revenu. Il faut rappeler qu'au-delà de 90 jours, il y a seuls 4 régimes, seules 4 caisses qui permettent d'avoir des indemnités journalières au-delà. Donc ça fait même une couverture ça reste le parent pauvre quand même de la couverture de prévoyance. Mais je crois vraiment que le message qu'on peut faire passer aux gens qui nous regardent, c'est que c'est une vraie opportunité pour retourner voir toutes les professions libérales et remettre le sujet de la prévoyance sur la table pour justement
vraiment venir compléter et que c'est absolument pas quelque chose qui vient manger du marché, c'est au contraire l'opportunité d'ouvrir le sujet avec les clients. Je suis pas spécialement d'accord dans le sens où normalement si un courtier fait bien son travail, il doit suivre son client de manière on est d'accord. naturelle tous les ans. Parce que faut savoir que la vie de quelqu'un change, surtout entre 30 et 50 ans, il y a entre les enfants qui sont nés ou à naître, ou les divorces, ou les couples qui se mettent en place, ou alors les enfants qui partent du foyer, ça change tout le temps, même ne serait-ce que les revenus. Les revenus d'un indépendant ne sont jamais les mêmes d'une année sur l'autre, et des fois il y a des grandes vagues. Bon, madame, et c'est arrêté pour son enfant, elle s'est mise à mi-temps, ses revenus ont réduit de moitié, il faut revoir son contrat, donc... Et ça, c'est la loi qui le veut. C'est même maintenant inscrit noir sur... C'est inscrit dans le marbre, dans la directive le forfaitaire, en réalité, sur la plupart des contrats, c'est du semi-forfaitaire. Et après, on est sur de l'indemnitaire, sur des hauts montants. Donc, on se doit de bien suivre nos clients. Et là, même si c'est une excuse, normalement... Si on fait bien son travail, on les a chaque année. Sylvie Langlois, cette émission prend fin en 1 minute, pas plus. D'autres projets pour les TNS? Alors, oui, nous, on souhaite développer le marché de l'entreprise en général. Donc, on a déjà bien développé la partie protection sociale, puisqu'on intervient en santé, en prévoyance et en retraite, puisqu'on a aussi des offres sur le volet du PER. Et puis, demain, on a des ambitions de développer aussi des offres sur la partie dommages. Et notamment, je pense qu'une des premières offres qu'on développera sera à destination des artisans du bâtiment, RC décennale, parce qu'on pense que sur cette population de TNS, il y a encore un marché à conquérir et que c'est un marché qui est très actif. Et vous aurez des courtiers qui expliqueront bien la différence entre l'assurance dommage et l'assurance protection sociale. On pourra conclure là-dessus. Et là, nous avons finalement introduit cette émission. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Sylvie Langlois. Merci Vincent Berg. Merci Laurent Boulangea. Et merci Jean-Charles. Et à très bientôt, chers amis internautes, sur Prévoyance TV, une prochaine émission.